Tu connais ce moment gênant où tout le monde te regarde comme si t'étais au mauvais endroit, sauf que c'est eux qui se trompent? Moi je le connais. Et je m'en souviendrai toute ma vie. C'était à l'aéroport de Roissy, un jeudi matin. J'allais prendre un vol pour Johannesburg. Un vol long, très long. Et ouais, cette fois, j'avais mis les moyens, place à faire. Un billet que j'avais pas volé. Que j'avais pas eu en cadeau. Je l'avais payé moi-même, après des mois de taf, de galère, de nuits blanches. C'était mon voyage. Mon kiff. Mais ça, personne ne le voyait. Parce que ce que les gens voyaient, c'était une meuf noire, en survêt, sans maquillage, avec des nattes, un vieux tote bag et des baskets défraîchies. Et apparemment, pour certains, ça suffit pour te traiter comme une arnaqueuse. Quand je suis arrivé au comptoir d'enregistrement, j'étais calme. J'aime pas les aéroports, mais là j'étais fier. Je partais bosser dans un projet qui comptait pour moi, avec des gens importants, et j'avais fait les choses bien, billets en règle, documents au carré, aucune raison de stresser. Il y avait 2 files. Une longue pour l'éco, et une vide pour la business. J'ai pas hésité, j'ai été tout droit. La meuf au comptoir m'a regardé comme si j'avais renversé son café. Bonjour, la file économique est juste à droite, madame. Je lui ai souri. Je suis en business. Elle a cligné des yeux, genre bug visuel. Puis elle a tendu la main pour mon passeport, un peu à contre-cœur. Elle scannait. Elle lit. Et là, j'ai vu sa bouche se crisper. Ah, pardon. Oui, vous êtes bien ici. Pas un sourire. Pas un bienvenue madame. Juste un ah qui voulait dire merde, j'ai jugé trop vite. Je pensais que c'était fini. Que le pire était passé. Mais le vrai moment de gêne, il est venu plus tard. À la porte d'embarquement. J'étais assise tranquillement dans la zone business, mon casque sur les oreilles, quand 2 mecs, style costume cravate premier prix, se posent à côté. Ils me regardent. Rigolent entre eux. L'un chuchote, l'autre pouffe. Je les entends pas bien, mais je capte 2 mots, placement, erreur. Puis l'un d'eux se penche vers moi, sourire de mec qui croit qu'il est malin. Excusez-moi, vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit? Je le regarde droit dans les yeux. Oui, j'en suis sûr. Et vous, vous voulez voir mon billet ou mon pédigré? Il fait une grimace, se redresse. Non, non, c'était juste une question. Bah dans ce cas, vous pouvez la garder. L'autre rigole jaune. Mais aucun des deux ne dit plus un mot après ça. On embarque. Et là, ça devient encore plus savoureux. Je passe devant eux dans la file prioritaire. Je tends mon téléphone à l'hôtesse. Elle scannait, sourit. Bienvenue en classe affaires, madame. Les 2 gars derrière moi, bloqués. Bouche fermée, yeux ronds. Je monte à bord, je m'installe à mon siège. Rangée 2, côté hublot. La cabine est calme, propre, avec cette lumière douce qu'on ne voit jamais en économique. Quelques minutes plus tard, qui je vois passer? Les 2 comiques. Mais eux, on les redirigeait vers le fond. Bien au fond. Et là, je me dis, la meilleure réponse à leur mépris, c'est mon silence et mon verre de champagne. Pendant le vol, j'ai pensé à ce que j'aurais pu faire. J'aurais pu les filmer. J'aurais pu poster sur les réseaux. J'aurais pu crier, exiger des excuses. Mais tu sais quoi? J'ai préféré savourer. Parce que le vrai pouvoir, c'est pas de leur prouver que tu mérites ta place. C'est de prendre cette place comme si elle t'avait toujours appartenu. Et ça, crois-moi, ça les énerve encore plus que ta réponse. Le décollage s'est fait en douceur. Je me suis calé contre le siège en cuir, large comme un fauteuil de salon, j'ai fermé les yeux un instant, et j'ai soufflé. Ce n'est pas le vol que j'attendais qui me fatiguait. C'étaient les regards, les sous-entendus, les ricanements étouffés, les phrases jamais finies mais toujours bien comprises. Tu vois, il y a une fatigue que le sommeil ne guérit pas. C'est celle d'être toujours suspecté, jamais attendu, encore moins respecté. Et le pire, c'est que ça ne choque plus personne. Une hôtesse est passée. Quelque chose à boire, madame? Oui. Un jus d'orange, s'il vous plaît. Pas de glaçons. Elle m'a servi avec le sourire. Un vrai. Pas comme celui de la dame du comptoir. Et là, j'ai commencé à observer les autres passagers.
les costards. Les valises grises en aluminium. Les montres qui brillent dans l'obscurité. La plupart n'ont même pas regardé dans ma direction. Mais 3 visages m'avaient déjà repéré. Notamment une femme blanche, bien apprêtée, robe beige, brushing impeccable, qui me lançait des coups d'œil comme on regarde un chien errant dans une salle d'attente privée. Elle fixait mes chaussures. Puis mes tresses. Puis mon tote bag. Et à chaque regard, ses lèvres se serraient un peu plus. Comme si j'étais une erreur d'impression dans sa version du monde. Je n'étais pas né dans ce genre de cabine. J'en avais rêvé, comme beaucoup. Mais j'étais aussi consciente que ce n'était qu'un siège plus large, un repas plus chaud, un silence plus propre. Rien qui mérite un tel culte. Et pourtant, pour certains, la cabine à faire, c'est pas juste un service. C'est un filtre social. Un moyen de séparer eux de nous. Sauf que ce jour-là, j'étais là. Et je comptais bien y rester. Un moment plus tard, l'un des 2 gars du hall, celui qui avait osé me demander si j'étais au bon endroit, s'est levé pour aller aux toilettes. Sur le chemin du retour, il a ralenti devant mon siège. Comme s'il hésitait à dire quelque chose. Je l'ai regardé, impassible. Il s'est raclé la gorge. Écoutez, je voulais pas vous manquer de respect tout à l'heure. J'ai haussé un sourcil. Ah bon? C'est juste qu'on voit pas souvent, enfin. Des femmes noires en classe à faire? Silence. Il a essayé de sourire. Loupé. Voilà. Je sais que ça peut paraître maladroit. Mais c'était pas méchant. J'ai pris une gorgée de jus. Lentement. C'est justement ça le problème. Ce genre de phrase pas méchante. Ça commence comme ça, et ça finit avec des gens qui se demandent s'ils ont vraiment le droit d'exister là où ils sont. Il a baissé les yeux. Et là, j'ai ajouté. Vous pouvez retourner à votre siège. On est tous ici pour voler, pas pour prouver notre humanité. Il est reparti sans répondre. Pendant le vol, j'ai bossé un peu. J'ai ouvert mon ordi, peaufiné mes notes pour le séminaire à venir. Parce que oui, je voyageais pas pour les vacances. J'étais invité à intervenir dans une conférence internationale sur les politiques de développement en Afrique. Pas comme assistante. Comme experte. Et tu sais le plus fou? C'est que dans la liste des participants, plusieurs de ces gens coincés avec moi en cabine allaient me voir sur scène. Ils allaient entendre mon nom. Voir ma photo sur le programme. Et peut-être même venir me serrer la main, comme si de rien n'était. C'est ça, la violence douce du monde social. Les gens te méprisent quand ils pensent que t'es une personne, puis te respectent dès qu'ils découvrent un statut. Mais ce respect-là, il ne vaut rien à mes yeux. Ce que je veux, c'est qu'on respecte les gens même quand on croit qu'ils ne sont aux personnes. Le vol s'est terminé. On a atterri en douceur. Je suis sorti parmi les premiers, mon sac à l'épaule, les cheveux un peu en bataille, les traits tirés par la fatigue mais le cœur tranquille. J'avais tenu. Sans m'énerver. Sans hurler. Mais en étant là, debout, présente, visible. Et ça, parfois, ça suffit à déstabiliser tout un système. Dans le hall des arrivées, une pancarte avec mon nom m'attendait. Une jeune femme sud-africaine, sourire chaleureux, m'a accueilli. Bonjour, madame. C'est un honneur de vous recevoir. J'ai lu vos articles. Vous êtes une inspiration pour beaucoup d'entre nous ici. J'ai souri. Et j'ai senti mes yeux picoter. Parce que voilà, il avait fallu que je traverse tout un vol, tout un regard social, tout un mur de soupçons, pour enfin tomber sur quelqu'un qui me voyait vraiment. Pas mon sac. Pas mes fringues. Moi. Quand je suis arrivé à l'hôtel, tout était déjà prêt, la chambre, le dossier du programme, le badge avec mon nom en grand, Carolina M. intervenante principale. Et juste en dessous, en plus petit, spécialiste en développement socio-économique à France. Tu peux pas savoir ce que ça m'a fait. Pas parce que j'avais besoin de reconnaissance. Mais parce que je savais que tous ceux qui m'avaient regardé de travers quelques heures plus tôt allaient devoir me voir, en lumière. Pas flou. Pas ignoré. Officiel. Prévu. Attendu. Et ça, crois-moi, c'est un genre de revanche silencieuse qu'on goûte longtemps. La conférence avait lieu dans un grand centre, à Santon, un quartier chic de Johannesburg. Verre, béton, moquette épaisse, badge qui brille, anglais parfait,
petit four à Gugo. Le genre d'endroit où tout le monde serre les mains en souriant trop, où les cartes de visite circulent plus vite que les idées. J'étais censé intervenir dans un panel à 14 h. Mais je suis arrivé tôt. Juste pour observer. Et qui je vois, à peine passé l'entrée? Les deux mêmes mecs de l'aéroport. Ouais, les champions du « vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit ». L'un d'eux tenait un sac avec le logo du forum, l'autre parlait à un groupe d'hommes blancs en costume. Je me suis demandé s'ils allaient me reconnaître. La réponse est venue plus vite que prévu. Vers 13 h 30, on m'a installé à la table du panel. Mon micro était branché, ma bouteille d'eau ouverte, mes notes en main. Je me suis assise au milieu, entre deux chercheurs connus. La salle s'est remplie doucement. Et là, je les ai vus entrer. Les deux. Ils cherchaient des places. Et quand leurs regards ont balayé la scène, ils se sont figés. Je les ai regardés. Sans sourire. Sans rien dire. Juste, regarder. Et tu sais quoi? Ils ont baissé les yeux. Quand l'animatrice m'a présenté, elle a dit « Notre prochaine intervenante est une spécialiste en politique de terrain, engagée sur les questions d'accès, d'inclusion et de justice économique. Elle travaille entre la France et l'Afrique de l'Ouest. Merci d'accueillir Carolina M. » Applaudissements. Et moi, je prends la parole. Bonjour à tous. C'est un honneur d'être ici. Et je vais commencer par une anecdote toute simple. Ce matin, dans l'avion, deux hommes m'ont demandé si je ne m'étais pas trompé de fil. Parce que je suis noir. Parce que je suis en survêtement. Parce que je ne corresponds pas à leur idée de ce que doit être une passagère en classe affaires. La salle a figé. Je ne les nommerai pas. Ce n'est pas le but. Mais je tiens à dire ceci, ce genre de regard n'est pas anodin. Il est structurel. Il est constant. Et il empêche des gens comme moi d'oser, de s'affirmer, de rêver. Je les voyais dans le fond. Raides. Muets. Et j'ai continué. Aujourd'hui je suis ici, non pas pour m'excuser d'être là, mais pour rappeler que nos compétences ne sont pas visibles à l'œil nu. Qu'il faut cesser de juger les corps, les accents, les tenues. Parce que si on continue comme ça, on passe à côté de l'essentiel. Silence. Puis applaudissements. Pas trop fort. Mais sincère. À la fin de la conférence, plusieurs personnes sont venues me parler. Une jeune femme nigériane, très émue, m'a dit « J'ai pleuré. Parce que ce que vous avez raconté, c'est ma vie tous les jours. Même ici, chez moi. » Un homme d'affaires kényan. Vous avez dit ce que beaucoup pensent mais n'osent pas dire dans ces événements. Et même un type de la Banque mondiale, accent british impeccable. Votre intervention a été la plus pertinente de la journée. Merci. Mais moi, tu sais ce que j'attendais? Qu'eux viennent me parler. Les deux. Et l'un d'eux est venu. Il s'est approché pendant la pause. Cravate serrée, front moite. Il m'a tendu la main. Madame M, je voulais m'excuser. Ce matin, j'ai été con. Y a pas d'autre mot. J'ai jugé. Et je regrette. Je l'ai regardé. Longtemps. Puis j'ai dit. J'accepte vos excuses. Mais souvenez-vous, la prochaine fois, il y aura peut-être pas de micro. Et cette personne que vous jugez pourrait partir avec ce regard dans le cœur pour des années. Il a hoché la tête. Je sais. Et là, j'ai tendu la main. Pas pour valider. Pour clore. Parce qu'il fallait passer à la suite. Ce soir-là, seul dans ma chambre d'hôtel, je me suis regardé dans le miroir. Pas pour vérifier ma tenue. Mais pour me remercier d'être restée droite. Parce que j'aurais pu me taire. J'aurais pu ignorer. J'aurais pu sourire poliment et faire semblant que tout allait bien. Mais j'ai parlé. Et ça, je ne le regretterai jamais. Parce qu'un jour, une fille noire, en survêt, dans un aéroport, hésitera. Elle se demandera si elle est à sa place. Et peut-être que quelqu'un lui dira. Tu connais l'histoire de Carolina? Elle aussi, on l'a regardée de travers. Et pourtant. Et ce jour-là, ça suffira peut-être à lui faire garder la tête haute. 2 jours après la conférence, une vidéo a commencé à tourner sur LinkedIn. C'était un extrait de mon intervention, filmé par un téléphone quelque part au fond de la salle.
On me voyait debout, micro en main, racontant ce qui s'était passé à l'aéroport. Pas de musique dramatique, pas d'effets, juste mes mots. Brut. Clair. Inconfortable. Et ça a suffi. En moins de 48 heures, la vidéo avait été partagée plus de 30 000 fois. Et dans les commentaires, ça débordait. Des bravo, des merci pour votre courage, des on a besoin de plus de voix comme la vôtre. Mais aussi, les autres. Tu sais bien. Ceux qui viennent toujours avec. Encore une histoire de victime qui veut faire pleurer. Si elle était vraiment compétente, elle n'aurait pas besoin de parler de couleur de peau. Pourquoi elle prend tout mal? C'est peut-être juste une confusion. Et celui-là, mon préféré. En classe à faire, on s'attend à un minimum de présentation. C'est pas du racisme, c'est une question d'image. Une question d'image. Voilà comment ils justifient l'exclusion. Ils ne veulent pas que tu sois invisible, non. Ils veulent que tu sois conforme. Et si tu ne le es pas, tu déranges. J'ai hésité à répondre. Mais finalement, j'ai préféré faire ce que je fais de mieux, écrire. J'ai posté une note publique. Simple. Direct. Je ne cherche pas à choquer. Ni à diviser. Je raconte ce que je vis. Et ce que d'autres vivent chaque jour, sans micro. Le racisme, ce n'est pas toujours une insulte. Parfois, c'est un regard, une hésitation, vous êtes sûr d'être ici? Je ne suis pas une exception. Je suis juste une femme noire qui a eu l'occasion de le dire tout haut. Ce poste a explosé. Et c'est là que les choses sont devenues plus complexes. Une journaliste m'a contacté. D'abord pour un article. Puis pour un passage en télé. Elle voulait une femme forte qui parle vrai. Son ton me dérangeait déjà. Comme si elle castait un rôle dans un documentaire. Pas comme si elle m'écoutait vraiment. On peut vous maquiller un peu? Juste pour adoucir la lumière. Non merci, j'aime ma tête comme elle est. Vous porterez quoi? Pas le sweat gris, j'espère? Pourquoi pas? C'est mon armure. Silence au téléphone. Finalement, j'ai annulé l'interview. Je sentais qu'il voulait l'image de la lutte, pas son fond. Et ça, très peu pour moi. À côté de ça, dans ma propre boîte mail, c'était un raz-de-marée. Des jeunes filles m'écrivaient. Des étudiantes. Des femmes en reconversion. Des messages comme « Je suis entré en école de commerce et j'ai changé ma façon de parler pour qu'on me prenne au sérieux. Grâce à vous, je me rends compte que je n'aurais pas dû avoir à faire ça. » Ou « Je travaille dans une grande entreprise et chaque jour je me tais sur ce que je vis. Vous m'avez donné envie de parler. » Un soir, j'ai reçu un message d'une fille de 16 ans. « J'ai vu votre vidéo. Moi aussi je suis noire, et parfois j'ai honte d'ouvrir la bouche en public. Vous m'avez fait sentir normal. » J'ai pleuré. Pas de tristesse. De soulagement. Parce que je me suis dit, si moi, avec ma voix, j'ai pu lui éviter de douter d'elle-même une fois de plus, alors c'est pour ça que je me suis levé ce jour-là. Mais plus les gens t'écoutent, plus on essaie de t'utiliser. Une agence m'a proposé de devenir ambassadrice inclusion pour une grosse marque de luxe. On adore votre énergie. Ce que vous incarnez, c'est exactement ce qu'on veut montrer. Je leur ai demandé. Et concrètement, chez vous, combien de femmes racisées dans vos postes de direction? On est en pleine réflexion sur ces sujets. Donc je serai la première à l'écran, mais pas dans vos bureaux? Silence. J'ai refusé. Pas par fierté. Par cohérence. Je ne veux pas servir de vitrine à un système que je dénonce. Pendant ce temps, dans ma propre entreprise, quelque chose avait bougé. Mes collègues, mes équipes, mes partenaires, ils me regardaient autrement. Avec plus de respect? Peut-être. Mais aussi avec plus d'attente. Un jour, un collègue m'a dit « Maintenant que t'es la fille de LinkedIn, faut pas que tu rates une marche. » Et là, j'ai compris un truc, quand tu prends la parole, tu ne gagnes pas juste de l'écoute. Tu gagnes aussi du poids. Et il faut être prête à le porter. Alors j'ai décidé de structurer ce que j'avais commencé. J'ai monté une série d'ateliers. Pas des conférences motivationnelles. Des vrais moments pour parler, entre femmes racisées, de ce qu'on vit dans les ascenseurs, dans les open spaces, dans les réunions où on nous coupe la parole.
Je les ai appelées. Présente. Légitime. Fatiguée. Puissante. Et dans chaque session, j'ai vu des visages se détendre. Des corps qui se redressent. Des regards qui disent « Merci, j'avais besoin d'entendre ça de quelqu'un qui me ressemble ». Un jour, une femme est restée après l'atelier. Elle avait la cinquantaine, l'air usé, mais les yeux vifs. Je travaille depuis 20 ans dans la même boîte. J'ai jamais eu de poste à responsabilité. Jamais demandé. Parce que je croyais que je n'avais pas ce qu'il fallait. Mais en vous écoutant, j'ai compris que peut-être c'est pas moi, le problème. Elle m'a serré la main. Fort. Et j'ai compris que ces moments-là valaient plus que tous les likes du monde. Aujourd'hui, les gens me demandent si je referais tout pareil. Si je reparlerais du comptoir, du sweat gris, du billet business. Et je leur dis oui. Mais cette fois, je le ferai encore plus fort. Parce que ce jour-là, je pensais que j'étais juste en train de me défendre. Mais en réalité, j'étais en train d'ouvrir une brèche. Et par cette brèche, d'autres sont passés. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Un jour, j'ai reçu une invitation pour intervenir à Sciences Po. Conférence sur l'égalité des chances dans les élites françaises. Un beau titre. Beaucoup de promesses. Je l'ai relu 2 fois avant de répondre. Parce que je savais ce que ça impliquait. Parler dans ces lieux-là, ce n'est pas comme parler dans une salle associative ou une entreprise privée. Là-bas, on t'écoute pour cocher une case. Et dès que tu déranges un peu trop, on te recadre, poliment. Mais j'ai accepté. Pas pour leur faire plaisir. Pour parler aux élèves qui se taisent depuis trop longtemps. Le jour J, j'arrive, sobre. Pantalon noir, blazer simple, cheveux attachés. Pas pour faire bien. Pour qu'on ne dise pas que j'ai joué la carte du look. Dans la salle, des étudiants. Des profs. Des journalistes au fond, carnet à la main. On me présente. Carolina M, entrepreneur, conférencière, militante des questions d'égalité. Je prends le micro. Et je commence. Vous parlez d'égalité des chances. Mais est-ce qu'on peut parler d'égalité, quand à compétences égales, on demande à certaines de se transformer pour être acceptées? Quand une femme noire doit sourire plus, parler plus doucement, s'habiller plus au neutre, juste pour ne pas être perçue comme une menace. Silence. Est-ce que c'est de l'égalité si on te félicite d'être bien articulé? Comme si parler correctement quand on est noir, c'était un exploit. Je vois quelques têtes se baisser. Et vous, là, dans cette salle, qui parmi vous a déjà pensé, même une seconde, en voyant une femme racisée dans une position de pouvoir, elle a dû avoir un coup de pouce? Les visages se figent. Et moi, je continue. Le problème, ce n'est pas qu'on ne laisse pas entrer. C'est qu'on fait comprendre qu'on est toléré, jamais attendu. À la fin, quelques applaudissements. Certains vrais. D'autres obligés. Une prof vient me voir. Vous avez été percutante. Peut-être un peu dure, mais nécessaire. Je lui souris. Ce n'est pas dur, c'est exact. Et si c'est dur à entendre, c'est parce que c'est vrai. Un étudiant m'attend dehors. Il a 22 ans, métis, timide. Merci. J'ai toujours cru qu'il fallait que je m'efface pour qu'on m'accepte ici. Vous m'avez rappelé que j'ai le droit d'exister, entier. Je lui serre la main. Et je me dis, même s'il n'y avait eu que lui dans la salle, ça aurait valu le coup. Mais tout le monde ne l'a pas pris comme ça. 3 jours plus tard, un article d'opinion circule sur un blog d'étudiants. Les interventions comme celle de Carolina M renforcent la haine raciale au lieu de créer le dialogue. Et plus loin. L'indignation permanente empêche la nuance. La nuance. Tu connais ce mot? C'est celui qu'ils sortent quand tu racontes une réalité qui les dérange. C'est leur manière de te dire, dis ce que tu veux, mais pas trop fort, pas trop vrai. Mais moi, je ne suis pas là pour nuancer leur confort. Je suis là pour dire ce qui est. Point. Plus j'avançais, plus je dérangeais. Même dans des milieux progressistes, certains commençaient à chuchoter. Elle devient clivante. Elle se radicalise. Elle généralise trop. Et moi, je pensais, est-ce que c'est radical de raconter ce qu'on vit? Est-ce que c'est clivant d'exiger le respect qu'on mérite? Où est-ce que leur problème?
C'est que je ne leur demande plus l'autorisation de parler? J'ai compris que le plafond de verre, ce n'est pas seulement en haut. Il est aussi dans les cœurs. Dans les regards. Il est là quand on t'invite, mais qu'on te prévient gentiment. Pas trop politique, hein? Ou quand on t'appelle l'inspirante pour mieux neutraliser ce que tu dis. Alors j'ai commencé à dire non. À choisir. Je n'allais plus là où on m'appelait pour la forme. Je n'acceptais que là où on voulait entendre le fond. Et pendant ce temps, mes ateliers grandissaient. On a lancé une deuxième session. Puis une troisième. On a commencé à aller dans les lycées, les CFA, les facs de banlieue. On a imprimé un petit manuel. Ta voix compte, guide de survie pour femmes racisées en entreprise. Pas un guide pour plaire. Un guide pour tenir debout. Avec des chapitres comme: quand on te coupe la parole pour t'expliquer ce que tu sais déjà. Quand on t'appelle toujours pour parler diversité, jamais pour parler stratégie. Quand ton prénom déclenche un silence gêné. Et surtout, quand tu doutes, relis cette phrase, ce n'est pas toi. C'est le système. Une participante, Fatou, m'a dit un jour: grâce à toi, j'ai arrêté de m'excuser d'être brillante. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Je ne suis pas là pour occuper une chaise en plus. Je suis là pour redessiner la table. Pas pour quémander une place. Mais pour dire, on va s'asseoir ici. Et on va parler. Que ça vous plaise ou non. Alors non, je ne veux pas être toléré. Je veux être écouté, prise au sérieux, relayé. Et surtout, je veux qu'on arrête de croire que la diversité, c'est inviter une femme noire à parler une fois par an. La vraie diversité, c'est quand tu regardes autour de toi, et que plus personne ne te semble exotique. C'est quand les récits comme le mien ne choquent plus, parce qu'ils sont devenus entendus. Et jusqu'à ce jour-là, je parlerai. 1 an est passé depuis ce vol. Ce vol où on m'a regardé comme si j'étais de trop, comme si j'avais volé ma place. 1 an depuis ce moment silencieux où j'ai compris, une fois de plus, que l'égalité qu'on nous promet ne tient pas dès qu'on change de trottoir. Et pourtant, depuis ce jour, tout a changé. Pas parce que le monde s'est adouci. Mais parce que moi, j'ai décidé d'arrêter de m'adapter à lui. Aujourd'hui, je donne des conférences partout. Mais je refuse 9 invitations sur 10. Pourquoi? Parce que je sais maintenant faire la différence entre parler et être utilisé. Je n'ai pas besoin qu'on m'invite pour cocher une case. Je ne veux pas être le moment diversité d'un événement trop blanc, trop lisse, trop hypocrite. Je viens si je sens qu'on va m'écouter. Vraiment. Pas pour m'applaudir, pas pour me filmer. Pour m'entendre. Et parfois, je dis non. Même à des grandes institutions. Et je t'avoue, ça fait du bien. Dans mon entreprise, on a revu tous nos processus. On a revu les fiches de poste, les entretiens d'embauche, les grilles d'évaluation. On a supprimé les mots comme présentation soignée qui veulent souvent dire sois plus blanc que blanc. On a mis en place un principe simple. Tu n'as pas à t'excuser d'où tu viens pour exister ici. Et tu sais quoi? On n'a jamais eu autant de candidatures spontanées. Des profils qu'on n'aurait jamais vus avant. Des femmes, des hommes, des personnes non binaires, voilées, non valides, racisées, brillantes. Pas parce qu'on leur a fait une faveur. Parce qu'ils et elles ont toujours été là, mais personne ne regardait dans leur direction. Un jour, on m'a demandé: qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que vous êtes trop politique? J'ai dit: être noir et debout, dans ce monde, c'est déjà politique. J'ai aussi reçu des messages de haine. Des menaces. Des gens qui disaient que j'étais dangereuse, divisionniste, arrogante. Mais j'ai appris à faire la différence entre ceux qui critiquent parce qu'ils ont peur. Et ceux qui critiquent parce qu'ils sentent que leur monde change. Et moi, ce monde-là, je veux continuer à le bousculer. Mais tu sais ce que j'ai compris surtout? C'est que je ne suis pas spéciale. Je suis juste une femme noire qui a décidé, un jour, de ne plus se taire. Et je l'ai fait, pas pour briller. Mais pour que la prochaine qui vivra ce que j'ai vécu ne le vive pas seule. Et surtout, qu'elle sache que ce n'est pas sa faute. Un soir, dans un petit théâtre où j'étais invité à parler, une ado est venue me voir. Elle devait avoir 15, 16 ans. Petite, cheveux crépus, t-shirt trop grand, regard direct. Elle m'a dit: j'ai vu ta vidéo.
Je l'ai regardé 5 fois. Et maintenant, quand on me dit que je parle trop fort, je souris. Parce que je sais que c'est pas moi qui suis trop. C'est eux qui sont pas prêts. Je l'ai prise dans mes bras. Et je me suis dit, voilà. C'est pour elle que je continue. Parce qu'au fond, mon histoire, ce n'est pas une exception. C'est un miroir. Combien sont celles qui ont quitté une salle en silence? Combien sont ceux qui ont changé de voix, de ton, de corps, juste pour être tolérés? Combien se sont vus refuser l'entrée, sans jamais pouvoir revenir par la grande porte? Trop. Alors moi, je continue. Avec mon souhait. Mon accent. Mes silences lourds et mes phrases trop franches. Parce que tant que je respire, je veux que plus personne ne doute qu'on a le droit d'être là. Aujourd'hui, je ne veux plus qu'on dise de moi. Elle a réussi malgré tout. Je veux qu'on dise. Elle a changé les règles du jeu. Et si un jour, quelqu'un entre dans une pièce, mal habillé, mal perçu, mal classé, et qu'au lieu de lui dire « Vous êtes sûr que vous êtes à votre place ?» on lui dit juste « Bienvenue ». Alors je saurai que le bruit que j'ai fait n'était pas du vent. Et si cette histoire t'a parlé, même un peu, si t'as reconnu quelqu'un, ou toi-même, dans ce que j'ai vécu, alors abonne-toi à cette chaîne. Ici, on raconte ce que d'autres préfèrent cacher. Des histoires vraies, humaines, parfois dures, mais nécessaires. Et chaque abonnement, chaque like, chaque partage, c'est un coup de projecteur en plus sur des vies qu'on voit trop peu. Merci d'être resté jusqu'au bout. À bientôt, pour une autre vérité.